Le travail change. C'est un peu un lieu commun de dire cela, mais ce que je vous propose ici, c'est d'adopter un point de vue original sur le travail, un point de vue anthropologique. Alors qu'est-ce que ça veut dire un point de vue anthropologique? Cela veut dire que nous allons considérer le travail à partir de l'activité humaine, au sens large d'expérience humaine. Dans ce cas, travailler, cela consistera directement ou indirectement à mettre à disposition d'autrui mes compétences, mais sans renoncer à ma centralité, c'est-à-dire sans renoncer à ma revendication existentielle de rester l'auteur de mes propres actes. Alors, pourquoi parler de compétences transversales au travail? Lorsqu'on veut gérer le travail, c'est-à-dire lorsqu'on veut l'organiser, l'évaluer, ou lorsqu'on veut former ou recruter, on a besoin de mettre en mots le travail. On a besoin de le nommer, on a besoin de le qualifier, d'où les qualifications professionnelles. Or, précisément, la qualification professionnelle reste à distance de la réalité du travail. Et volontairement. C'est-à-dire qu'elle ne mentionne pas la situation réelle, celle que rencontre la personne qui travaille. Elle ne mentionne pas non plus cette personne. Elle reste dans l'anonymat. Et c'est ça qui va nous mettre sur la piste des compétences transversales au travail. Donc, nous allons explorer à présent les différentes dimensions de la compétence. Le discours de la compétence s'est imposé en France environ au début des années 90, quand les situations de travail semblaient changer très rapidement, au point de rendre difficile sa gestion, comme je disais. Alors, encore aujourd'hui, la qualification est utilisée. Elle est encore utile, à la fois pour la formation professionnelle et pour la codification du travail, notamment pour les classifications, pour les règlements des conflits, pour le code du travail en général. Mais ce qui manque à la qualification, ce sont deux choses. D'abord, la dimension d'actualisation, actualisation du travail, tenir compte des situations concrètes, et c'est la compétence qui va permettre de remplir cette fonction. Mais il faut aller plus loin dans la réflexion sur les situations concrètes et pouvoir rendre compte aussi de la personne qui travaille. Et c'est là que nous allons parler des compétences transversales, parce que ce sont elles qui évoquent la personnalisation du travail. Une chose est d'actualiser le travail, c'est-à-dire de tenir compte de l'ici maintenant, et autre chose est encore de pouvoir gérer le travail avec son style, avec ses ressources, avec ses qualités, etc. Je crois qu'il faut insister déjà sur l'idée que la compétence repose sur l'idée de transfert. Le mot latin, l'étymologie de compétence, signifie ce qui convient à, donc ça veut dire ce qui convient à un nouveau contexte. Donc le discours sur la compétence, c'est en quelque sorte un effort paradoxal, dans le sens où il va devoir allier des contraires, entre penser la réalité du travail, c'est-à-dire celle qui est effectivement rencontrée par la personne qui travaille, mais en même temps, ne pas s'enfermer dans cette actualité du travail, en même temps penser la question du transfert. Alors, la compétence à partir de là, elle va exprimer quelque chose de l'ordre d'une tension, une sorte de contradiction qui est interne à la compétence. D'un côté, il faut atteindre l'acte, mais d'un autre côté, il ne faut pas s'y arrêter. Alors, l'acte à partir de là, qu'est-ce que ça veut dire? L'acte, c'est ce que fait concrètement une personne. Alors, à la différence du discours, ce qui caractérise l'acte, c'est que je suis obligé de choisir. L'acte m'oblige à choisir, il m'oblige à trancher. Dans le discours, je peux tenir plusieurs hypothèses. Dans l'acte, je suis obligé de trancher. D'autre part, l'acte est irréversible. Lorsque j'ai posé un acte, je ne peux pas revenir en arrière. Donc, il engage une responsabilité.
À partir de là, la compétence, elle correspond à une exigence, celle d'atteindre le niveau de la responsabilité de l'acte. Il faut être au niveau de l'acte dont je suis responsable, dont je réponds. Alors je propose maintenant d'entrer plus profondément dans cette tension interne à la compétence, ce formidable outil qu'est la compétence pour penser le travail. Alors, je m'attarderai d'abord sur le premier pôle, puis sur le second pôle de cette tension. Le premier pôle, c'est celui qui consiste à exiger de ne pas s'arrêter à l'acte seul. La compétence repose sur l'idée de transfert, elle exige qu'on ne s'arrête pas à l'acte seul. Au moins pour deux raisons. C'est que du fait des circonstances, l'acte lui-même peut être réussi ou bien raté. Et ce n'est pas uniquement de la responsabilité de l'auteur. L'auteur peut très bien avoir été dépassé par les circonstances, alors même qu'il était compétent, reconnu compétent. Inversement, il peut avoir réussi grâce à un concours de circonstances, sans être reconnu lui-même compétent. Mais plus profondément encore, si je colle à l'acte singulier, c'est-à-dire dans le cas très présent, ici, maintenant, dans lequel je me trouve, si je colle à cet acte, ça veut dire que j'en reste prisonnier. Ça veut dire que je ne regarde pas au-delà de ce cas spécifique. Je n'arrive pas à me projeter dans d'autres situations. Donc je ne dis rien d'utile qui pourrait servir les événements à venir, la vie à venir. Alors comment est-ce que nous allons traiter un acte en termes de compétences? Alors des exemples d'actes, on peut en imaginer: effectuer une opération, quelle qu'elle soit, manipuler un outil, un instrument, ou suivre une procédure, ce sont des actes. Si nous voulons l'interpréter en termes de compétences, il faut d'abord élargir l'acte à la situation. Il apparaît à ce moment-là dans une perspective nouvelle, c'est-à-dire que l'acte devient une prise de risque, maîtrisée, dans la mesure où la personne est compétente, mais c'est une prise de risque. Pourquoi? Parce que je peux toujours me tromper. Je pose un acte après avoir évalué les conditions de l'acte. Et ces conditions, elles peuvent être plus ou moins favorables, plus ou moins, me demander plus ou moins d'efforts par rapport à ce que j'ai appris, par rapport au programme que je me suis fixé, de programme d'action. La situation peut changer, peut me demander plus ou moins. Et, en tout état de cause, je vais répondre de cet acte. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que pour raisonner en termes de compétences à partir d'un acte, il faut dépasser l'actuel, le très actuel. Il faut dépasser ce qu'on observe pour juger l'acte dans la perspective de ce qui pourrait venir, de situations nouvelles, de situations similaires, c'est-à-dire qui répondent à quelques grands critères communs, ce qu'on appelle une famille de situations. Si on peut estimer que compte tenu des succès obtenus dans le très actuel et compte tenu des similarités qu'il peut y avoir entre plusieurs situations, un transfert est possible, à ce moment-là, on pourra parler de compétences. Je vais prendre rapidement un exemple. Dans la formation des infirmiers, une réforme a eu lieu en 2009 qui instaure l'évaluation par compétences. Avant 2009, le professionnel qui évalue un infirmier en formation vérifie le geste professionnel. Il est centré sur le faire. Il atteste, cet étudiant sait faire une injection. Après 2009, ce professionnel évalue l'acte en situation. Est-ce que l'étudiant
adapte son geste, c'est-à-dire injecter, aux patients, enfants, adultes, personnes âgées, mais aussi aux produits, au contexte, au moment de l'action. Il évalue une compétence. J'en viens maintenant au deuxième pôle de cette tension qui est propre à la compétence. Le deuxième pôle qu'on pourrait appeler l'acte comme passage obligé, c'est en quelque sorte l'opposé du précédent, c'est-à-dire l'acte, il ne faut pas s'arrêter à l'acte. D'un côté, il ne faut pas s'arrêter à l'acte, de l'autre côté, l'acte est un passage obligé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager la compétence sans un ancrage dans la réalité de l'acte. Si je veux échapper à cette contrainte de passer par l'acte, à ce moment-là, je reste dans le registre de la connaissance et non pas dans celui de la compétence. Je reste sur le plan du discours, mais je ne peux pas justifier, je ne peux pas légitimer un jugement de compétence s'il n'y a pas eu un passage par l'acte. Alors, c'est très intéressant de se poser la question, pourquoi ? Pourquoi cette nécessité de l'acte, d'autant plus qu'il ne faut pas s'y arrêter ? Eh bien, c'est que le terme de compétence est profondément attaché à la notion d'épreuve. D'épreuve, c'est-à-dire la confrontation, l'essai, la tentative, ce qu'on retrouve d'ailleurs dans l'étymologie du terme expérience, d'où la proximité entre compétence et expérience. Deux termes qui vont souvent de pair. Alors, on parle de quelle épreuve ? Eh bien, en réalité, c'est une double épreuve. C'est l'épreuve face au monde réel, à ses contraintes, et c'est aussi l'épreuve que les autres me suggèrent, me proposent. C'est l'épreuve de soi-même par les autres. Alors plus précisément, quelle est cette double mise à l'épreuve auquel renvoie le jugement de compétence? C'est d'abord la mise à l'épreuve face au réel. Le réel, c'est ce qui nous résiste. C'est Lacan qui définissait le réel comme ce qui nous est opposé dans l'action. Autrement dit, tout ce qui fait contrainte. Et le jugement de compétence, il va d'abord porter sur la manière dont la personne va évaluer les contraintes, c'est-à-dire les conditions réelles de son acte. Et dans le même mouvement, comment la personne a mobilisé des ressources dans le très très local, dans le très actuel, pour reprendre le dessus, pour faire face à ces contraintes, pour reprendre l'initiative. Voilà ce que le jugement de compétence va pouvoir apprécier. Mais on n'est pas face au réel sans être en relation avec une réalité humaine. C'est pourquoi la mise à l'épreuve, c'est aussi la mise à l'épreuve de soi par les autres. Et pas seulement au travail. On peut citer bien d'autres milieux dans lesquels nous sommes mis à l'épreuve dans la vie sociale. À l'école, par exemple, on parle de compétences scolaires justement pour cela, ou dans une compétition sportive, par exemple. Le jugement de compétence, en réalité, il va correspondre aux défis que les autres vont me demander de relever. Voilà, j'ai un défi, j'ai quelque chose qui m'est demandé en termes de challenge, quelque chose que je dois relever, et si le résultat est concluant, on dira de moi, il est compétent, on peut lui faire confiance. Alors, de la qualification à la compétence. Nous avons vu que dans le monde du travail, nous sommes passés d'une manière très distancée de parler
du travail, en maintenant l'anonymat, en n'entrant pas dans les réalités locales du travail. On est passé de cette qualification à la compétence qui, elle, à l'inverse, tient compte des réalités du travail. Alors, est-ce que on peut dire que la proximité avec la réalité du travail est effective? Aujourd'hui, est-ce que la compétence nous permet vraiment de parler de la réalité du travail? Je pense qu'on peut dire que nous sommes au milieu du gué. Au milieu du gué, ça veut dire que, effectivement, la compétence permet l'actualisation du travail dans le sens où c'est un nouveau langage, un nouveau vocabulaire à propos du travail qui permet de mieux tenir compte de l'écart entre le prescrit et le réel. Mais il reste à parler de la personne qui va gérer cet écart prescrit-réel. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de cette personne-là? Et c'est à ce moment-là que les compétences transversales vont apparaître, dans la mesure où elles vont dire quelque chose de l'acteur qui est derrière l'acte. Car effectivement, un acte suppose un acteur. Le monde du travail, comme je le disais, a pris conscience de la très grande variabilité des situations et a recherché l'outil conceptuel, en l'occurrence la compétence, qui allait lui permettre désormais de mieux penser les situations. Voilà. Donc ça c'était la grande nouveauté de la compétence, c'est de pouvoir introduire la situation lorsqu'on parle du travail. Cependant, lorsque on veut cerner une situation, il y a deux plans à mobiliser en réalité. Il y a celui auquel on pense forcément, c'est la situation, le plan objectif, c'est-à-dire la situation telle qu'elle peut se décrire. Hein, ce sont les conditions de l'acte, la situation qu'un observateur peut constater et analyser de l'extérieur. Cependant, pour qu'il y ait une action, la situation doit aussi pouvoir être interprétée par celui qui va agir. Et là, on se place au plan subjectif. C'est le plan de la mobilisation de l'acteur. Nous en arrivons à l'aboutissement de la réflexion, c'est-à-dire d'où viennent les compétences transversales. Elles s'imposent parce qu'on a besoin de parler de l'acteur, c'est-à-dire celui qui va traverser les différentes familles de situations. Nous avons, avec la compétence, un vocabulaire pour parler du transfert dans une même famille de situations, mais il faut pouvoir également disposer d'un vocabulaire pour traverser les différentes situations proposées par le monde du travail, d'où la nécessité de mobiliser les compétences transversales. Seulement, il faut tout de suite préciser que dans tous les cas, ce n'est pas l'acte qui est transféré. C'est l'acteur lui-même qui va opérer le transfert. C'est l'acteur lui-même qui va remobiliser une ressource personnelle dans un contexte différent, et il peut le faire grâce à un point de vue responsable. Alors je crois que pour parler des compétences transversales, il est important de bien maîtriser ce couple acte-acteur et d'éviter les deux pièges qui sont les deux écueils qui sont fréquents, à savoir confondre l'acte et l'acteur ou au contraire dissocier l'acte et l'acteur. Alors, on va d'abord parler de la confusion entre l'acte et l'acteur. Elle se caractérise par le fait d'identifier la personne à son acte. C'est-à-dire ce que l'acteur est capable de faire dans une famille de situations données, ça devient sa qualité intrinsèque. C'est-à-dire comme si c'était définitif, comme si ça pouvait caractériser cette personne toujours et en tout lieu,
indépendamment de la situation rencontrée. Ce qui est évidemment faux, puisque la compétence, on l'a vu, elle désigne un rapport, une mise en rapport. Mais il faut aussi dire que cette confusion, elle est très gênante, parce qu'elle empêche de distinguer deux opérations essentielles dans le champ professionnel. Deux opérations qui semblent contradictoires, mais qui sont en réalité complémentaires. C'est le fait de pouvoir décrire un acte anonyme, c'est exactement ce qui est consigné dans un référentiel, et en même temps de pouvoir décrire un acte personnel, toujours original, jamais mécanique. C'est très précisément ce que fait le jugement de compétence, puisqu'il consiste fondamentalement à rapprocher ces deux types d'actes, l'acte anonyme qui est dans un référentiel, et l'acte personnel qui est constaté en situation ici, maintenant, comme deux séries de faits, à partir desquels on va pouvoir interpréter, donner un sens, conclure sur un jugement de compétence. Alors, nous venons de voir un premier piège qui consiste à confondre l'acte et l'acteur. Mais il y en a un second, qui consiste à les dissocier, à les regarder tous les deux comme indépendants l'un de l'autre. À ce moment-là, on fait comme si l'acte professionnel pouvait être traité à part, c'est-à-dire en mettant de côté l'acteur, en considérant qu'il est interchangeable, dans la mesure où on aurait défini, cerné, décrit un acte entièrement normé, et on attendrait simplement la mobilisation d'un acteur, avec sa personnalité, avec ses compétences transversales, mais qui ne serait pas impliqué dans l'acte lui-même. C'est-à-dire qu'il serait en quelque sorte le prestataire de cet acte, qui a été pensé, entièrement pensé, par une sorte de bureau des méthodes. Ceci est totalement irrecevable, puisque séparer l'acte et l'acteur, ça empêche de reconnaître que l'acte est le propre de l'acteur. Celui-ci, l'acteur, va revendiquer son acte, il va demander à être reconnu auteur de son acte, responsable de son acte. Et en tout état de cause, s'il doit s'expliquer sur ce qu'il a fait, c'est son acte qui va plaider pour lui. C'est-à-dire, ce sont les circonstances dans lesquelles il a dû trancher, prendre une décision qui vont plaider sa cause. Et dans la mesure où il a commis une erreur, c'est son acte qui lui permettra de progresser. Donc en aucun cas, l'acteur doit être pensé comme s'il était séparé de l'acte professionnel. Alors pour avoir, me semble-t-il, un usage pertinent de l'expression compétence transversale, je crois qu'il faut vraiment avoir une représentation dynamique de la compétence, et non pas statique. Une représentation dynamique, ça veut dire une représentation qui repose sur une dialectique acte-acteur. L'acte et l'acteur doivent toujours être distingués, mais jamais séparés. C'est ça la relation dynamique, hein. L'acteur fait l'acte et l'acte fait l'acteur. C'est d'ailleurs profondément une dynamique de professionnalisation. Pourquoi? Parce que d'une part, l'acteur fait l'acte, c'est l'activité productive. Se professionnaliser, c'est améliorer, accroître ses moyens de perfectionner ses propres actes de travail. Mais d'autre part, l'acte fait l'acteur. C'est ce qu'on appelle l'activité constructive. Se professionnaliser, c'est grandir dans son identité, dans son point de vue de professionnel, devenir de plus en plus affirmé dans ses choix, dans ses arbitrages au travail. Et les compétences transversales, c'est précisément cette dialectique entre un acteur qui a un point de vue fort sur ce qu'il fait au travail et qui a pour cela la possibilité de mobiliser des ressources. Lui-même n'est pas une ressource, mais il a des ressources. Ce sont les compétences transversales qu'il va mobiliser dans des actes à chaque fois bien concrets, bien repérables, qui vont encore une fois plaider pour lui et lui permettre de progresser. Pour conclure, je dirais que pour utiliser les compétences transversales avec justesse, il me semble qu'il faut prendre une précaution, c'est de ne jamais laisser croire qu'elles ont une autonomie vis-à-vis de l'acte.
En effet, il n'existe pas de savoir-être en lévitation, c'est-à-dire en quelque sorte hors sol. Un savoir-être qu'on pourrait évaluer en faisant l'économie d'un passage par l'acte. On ne peut pas faire cette économie, parce que l'acte, c'est notre prise sur la réalité. L'acte, c'est notre lien existentiel avec le monde. Chacun a le droit d'être jugé sur des faits, et l'acte relève du factuel, même s'il doit toujours être mis en perspective par l'interprétation du fait, c'est-à-dire par le point de vue de l'acteur.